quand on a préparé la partie qu'on a pu préparer de cette émission, j'ai dit à Thomas, on va attaquer sur le sujet de ces crises à la Maison-Blanche. Il y a une crise politique à Washington, vous le savez. Thomas, si tu peux m'ouvrir le dossier, ça serait formidable. Merci. Donc, il y a une crise politique à Washington. Vous le savez, elle débute à la Chambre des représentants, où désormais, du côté de Johnson, on a une majorité qui est extrêmement limitée. Thomas, est-ce que tu peux nous montrer Johnson, s'il te plaît? Merci. Et donc, cette majorité extrêmement limitée, désormais, ce n'est plus qu'un seul siège. Du côté de Mac Johnson, on se dit ça va durer comme ça pour le reste de l'année 2026. Je pense qu'il y a une petite erreur de calcul parce qu'il devrait y avoir le remplacement de Marjorie Taylor Greene qui va leur permettre pendant un mois de récupérer une voix supplémentaire. Mais après, il y a le remplacement de Mickey Sherrill qui a été élu gouverneur démocrate du New Jersey qui va refaire cet équilibre. Et donc, on va vivre cette période de crise politique extrêmement importante au niveau de la Chambre des représentants parce que les républicains ne peuvent pas se permettre une défection, ne peuvent pas se permettre un départ à la retraite anticipée, ne peuvent pas se permettre une absence, ne peuvent pas se permettre un décès, comme c'est arrivé aux démocrates et aux républicains. Et vous voyez comment Abbott, pour le remplacement au niveau du Texas, avait joué la montre et avait pris presque un an pour organiser la date des élections pour venir aider Mac Johnson. Donc ça, c'est l'aspect comptable au niveau de la Chambre des représentants. Ensuite, il y a la réalité du terrain. Cette réalité du terrain, on l'a vécu hier, on vous a proposé ce long segment, mais qui était vraiment extrêmement important, sur ce qui s'est passé au Texas, en vous disant, c'est un tremblement de terre, cette élection en terre rouge foncée, en territoire MAGA, gagné par Donald Trump de 17 points, je crois que c'était 17 points, oui. Ouais, de 17 points. Et donc, cette victoire démocrate qui ont rattrapé 31 points de retard pour finir à plus 14, en vous expliquant que tout ça, c'était extrêmement grave pour les républicains. Et ce matin, ce que je découvre, c'est que l'analyse qu'on vous a proposée hier, et c'est pas pour dire on vous l'avait dit, mais c'est pour dire regardez comment elle est validée aux États-Unis dans les médias pro-Trump à l'origine. On va écouter sur Fox News. Certes, sur Fox News, il s'agit d'une ancienne conseillère de Biden qui vient intervenir, mais nous sommes en pleine matinée au moment où l'actualité bat son plein et justement, les présentateurs de Fox News sont d'accord avec son analyse en se basant, on va en parler dans quelques secondes, sur un éditorial qui a été publié dans le Wall Street Journal. Mais on va commencer par cet extrait de Fox News. So this 30-point flip should really scare Republicans and really start to take notice here that Democrats are not, it's not just Democrats voting for these people, it's independents and Republicans that are turning for these special elections. And like I just mentioned, Democrats have flipped 26 seats since the election in 2024. That is a reason. It does not have to do with money, and it does not have to do with the candidates that Dems necessarily are putting up, although that will widen the map and more opportunities for Dems. It is about Donald Trump, the chaos he is creating, and his failed economic policies. So if Republicans on the Hill especially are not taking note to how the president is impacting their races, they are going to have a very, very rude awakening in November. Donc voilà, donc vous avez ce sentiment qui est basé sur des chiffres. On n'est pas dans du vibe ici, on n'est même pas dans des sondages, on va reparler des sondages, mais de résultats de toutes ces élections partielles qui, depuis le début de l'année, démontrent que les démocrates sont extrêmement motivés pour aller voter, que les républicains
le sont beaucoup moins, hein, ils se déplacent moins, que certains de ces républicains qui se déplacent sont là pour venir punir Donald Trump, et les indépendants, dans des proportions qui sont historiques. Les indépendants vont venir voter démocrate en proportions qui n'ont jamais été vues dans l'histoire. Très souvent, en fait, le vote des indépendants est à peu près réparti de manière égale entre démocrates et républicains. Ici, on est dans des proportions où les indépendants vont voter démocrate à près de 80%. C'est du jamais vu. Et il n'y a pas que Fox News. Cette discussion sur Fox News, elle est lancée parce que le Wall Street Journal, c'est le même groupe que Fox News. Mais le Wall Street Journal, donc ça fait partie de nos 3 quotidiens de référence aux États-Unis avec le Washington Post et le New York Times, et très ouvertement, leur parti éditorial est un soutien au Parti républicain en général et à Donald Trump en particulier. Il n'hésite pas à venir critiquer Trump de temps en temps, mais globalement, la partie éditoriale du Wall Street Journal continue de soutenir la politique de Donald Trump. Et vous allez voir cet article suite au Texas, publié par le Editorial Board. Hein, on parle de la totalité donc du comité de direction du Wall Street Journal, qui se dit il faut lancer l'alerte. C'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est pas quelque chose, vous n'avez pas d'editorial board, ne publie pas un éditorial par semaine. C'est rare, et c'est juste pour que Donald Trump et ses alliés comprennent qu'il y a un problème majeur. Et donc, ça commence, regardez ce titre, en disant l'élection au Texas secoue, et pas dans le sens positif ici, secoue le Parti républicain. Et le chapeau, donc le sous-titre du titre, c'est de dire que la stratégie de déportation de masse de Stephen Miller est en train de se retourner contre les républicains au moment des élections. At the polls, c'est le même mot pour sondage, mais là, on parle des élections. On parle de véritables résultats. Et donc, il y a tout cet éditorial. On va en voir quelques extraits qui parlent. On commence par cette débâcle hier en disant que une des réponses, comment le Parti républicain peut perdre de 14 points dans un endroit qui est complètement safe. Je vous ai dit hier, c'était depuis 1991 que plus aucun démocrate n'avait gagné dans ce county, le Tarrant County. Et donc, en expliquant qu'en plus Trump l'avait gagné en 2017, la réponse... 2024. La réponse est extrêmement claire. Lorsqu'il y a une révolte, un rejet des électeurs contre l'administration Trump, et plus précisément ces débâcles au niveau de la politique de mass deportation. Donc, on va continuer dans ce papier qui est vraiment, je peux vous dire que Donald Trump l'a vu ce matin. Donc, on revient, parce que j'ai vu passer, donc je pense que si le Wall Street Journal a fait cette espèce de fact-checking rapidement, c'est parce qu'eux aussi ont vu passer ces excuses en bois des pro-MAGA qui pensent aider la cause, mais en fait font exactement le contraire, qui disent « ouais, mais c'est la candidate, elle était pourrie ». Et eux disent « non, c'est faux. Elle était, comme je vous l'ai dit hier, elle était extrêmement... elle est connue par son action au niveau des écoles pour introduire la religion dans les écoles publiques aux États-Unis. Ce n'était pas une mauvaise candidate. Elle avait énormément d'argent. Et donc, et après, ça s'attaque. On avait vu hier à Donald Trump qui disait non, mais c'est une petite élection locale au Texas, donc ça n'a pas d'effet. Ils disent non, c'est faux. C'est faux.
ce qui se passe sur le terrain, dans ces élections locales, en fait, c'est une réflexion de l'humeur des Américains par rapport à la politique nationale et cette vague qui est en train de monter, un rising tide, c'est une marée, cette marée d'opposition qui est en train de se créer contre la première année de Donald Trump et le fait que le mood général, le public américain est absolument mécontent de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et dans le cadre de ce qui est évidemment visé, tout l'éditorial après se poursuit, vas-y Thomas, sur Stephen Miller. En expliquant que la dernière fois que le Parti républicain, alors ce rappel historique, il est sanglant. La dernière fois que le Parti républicain a fait confiance à Stephen Miller pour ses politiques et pour sa politique générale sur l'immigration, une politique extrêmement dure, c'était en 2017. 2017-2018. On s'en rappelle, en 2018, alors que il y avait des efforts de consensus qui étaient bipartisans sur la question de l'immigration. Stephen Miller avait réussi à convaincre Donald Trump parce qu'il avait le soutien de la base MAGA, parce que c'est des thèmes qui plaisaient à MAGA, en disant non, on ne va pas trouver un accord avec les démocrates, c'est une preuve de faiblesse, un accord bipartisan. Ce qu'on va faire, on va accélérer notre politique de renvoi, d'expulsion des immigrés. C'est à ce moment-là que l'administration Trump met en place sa politique de séparation des familles avec des tas de reportages à l'époque, des enfants enfermés dans des centres de détention, dormant au sol, des familles complètement divisées, certains enfants qui aujourd'hui n'ont jamais retrouvé leurs parents. Hein, c'est une des conséquences de Stephen Miller. C'est le moment d'ailleurs où Melania pose avec son fameux manteau en disant en gros j'en ai rien à faire de tout ça. Et résultat, rappel historique, c'est le Wall Street Journal, on n'est pas dans un organisme gauchiste ici, qui rappelle que le résultat de ce choix d'avoir fait confiance à Stephen Miller en 2018, c'est cette défaite historique du Parti républicain qui avait perdu 41 sièges à la Chambre des représentants. C'est fou qu'il ait toujours une carrière, Stephen Miller, après un coup comme ça. Et en plus, donc là, on voit que c'est sur le même sujet qu'aujourd'hui. Ouais. Le Bipartisan Immigration Reform, donc c'était pour passer des lois par rapport à la sécurité de la frontière, comment on allait gérer l'immigration aux États-Unis. Et c'est sur ce sujet-là où Miller a dit, non, on va suivre ma stratégie, on va faire à part, on va être plus fort. Boum, perdu 41 sièges. Et aujourd'hui, se retrouve encore une fois peut-être l'homme avec le plus de pouvoir à Washington. Plus que ce qu'il en avait en 2018. Exactement. Poursuivre cette même stratégie. Peut-être d'ailleurs même avec une espèce de vengeance personnelle en disant je vais vous montrer par rapport à 2018. Ouais, je vais vous montrer que j'avais raison, qu'en fait les Américains n'avaient rien compris. Et en fait, le point de vue de Miller, c'est de se dire si ça n'a pas marché en 2018, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. On était trop limité. On était trop limité, on n'est pas allé assez loin dans notre séparation. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'augmenter. L'article, l'extrait se termine en disant, voilà, cette idée de se dire on a besoin de 3000 arrestations par jour, évidemment, ça voulait dire d'aller chercher les gens, d'aller forcer les gens, d'aller les enlever chez eux et d'aller les enlever dans des commerces ou dans des commerces ou dans des entreprises, en tout cas sur leur lieu d'emploi. Donc, évidemment, ça a créé toutes ces images-là. Et c'est pour ça que le Wall Street Journal conclut en disant à Donald Trump que la stratégie de 2018 de Miller, elle ne va pas mieux se passer aujourd'hui que tous les sondages et les résultats des élections, dont celle hier au Texas, on revient comment c'était une élection importante, démontrent que ça a un effet terrible, que ça a un effet accélérateur sur la chute de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il est comme tous les autres élus. Tous les autres présidents, d'ailleurs, dans n'importe quel pays, c'est-à-dire qu'il démarre
leur présidence sur un sommet. Hein, c'est ces fameux 100 Toujours, jours ouais. aujourd'hui dans notre monde actuel où on compte en années de chiens ou de chats ou je ne sais pas quoi. 100 jours, ça ne veut rien dire. Et puis, peu à peu, la cote de popularité, sauf événement particulier, allez voir la courbe de popularité de George Bush après le 6 janvier En septembre. le 11, excusez-moi, le 11 septembre 2001. Mais sinon, la courbe baisse jusqu'à la fin des mandats. Chez Donald Trump, c'est une chute en accéléré. Et la raison, il y en a plusieurs, mais une des raisons principales de cette chute en accéléré, c'est la politique de Miller. Et c'est pour ça Ah oui. qu'il termine en disant à Donald Trump, hein, c'est un appel à Trump, ils savent qu'ils vont être lus par Trump en disant il faut ralentir, il faut cesser de donner ce pouvoir à Stephen Miller, il faut faire une marche arrière sur cette politique de mass deportation. Encore une fois, C'est fou. c'est le Wall Street Ouais, Journal les rédacteurs. qui appelle à ce que cette politique d'expulsion massive aux États-Unis, ces excès de ICE, soient revus à la baisse par Donald Trump. Et où tu vois qu'ils ont vraiment peur, entre guillemets, c'est les rédacteurs qui ont écrit ça, c'est qu'ils n'ont pas sorti cet article lendemain du meurtre d'Alex Preddy. Non. Ils ont sorti ça lendemain des résultats d'une élection, Ouais. en se disant, c'était pas assez de voir les vidéos, non, là on a des vrais résultats, voilà ce qui est à venir, alerte. Ouais, C'est ça qui est Un intéressant. sondage, ça nous dit ce qu'on pense va venir, ouais. mais les urnes, ça nous montre ce qui est arrivé. Ouais, où nous en sommes. Et ça, Mm. c'est vraiment la différence. C'est quand on peut dire, Trump peut sortir des chiffres avec des sondages qui peuvent être manipulés pour avoir 92% de taux de gens qui disent « Ouais, on adore Trump ». Et techniquement, le sondage n'a pas tort. Mais aux urnes, on peut pas dire « Ah, regardez, Trump à 92% quand il a perdu, quand il y a eu un flip de plus 31 points ». Ouais, non, vous avez raison. C'est pour ça, et c'est vraiment important de savoir qu'effectivement, on a attendu les premiers résultats concrets, hein, c'est ce que tu dis, concrets dans les urnes, pour dire attention, vous allez droit contre le mur, vous allez au devant d'une défaite. Alors, évidemment, c'est sous-jacent du thème sur lequel je veux vraiment que l'on se concentre ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui vont être tous les efforts de Donald Trump pour tenter de limiter l'expression de la démocratie, on va dire ça, les élections. Donc ça, c'est un point, ça en fait partie, c'est-à-dire que lorsque Donald Trump voit ce message du Wall Street Journal, ça lui confirme ce qu'il sait. Il va perdre les élections, en tout cas si les élections sont maintenues dans un processus normal, il va perdre largement les élections. Et donc, Miller, en attendant, lui, essaye de modifier un peu son image. Hein, Miller est aussi quelqu'un, ça va vous paraître complètement fou ce que je vais vous dire, mais Miller, c'est quelqu'un qui a aussi des ambitions politiques qui dépassent son rôle aujourd'hui. Je ne serais pas étonné, je ne sais pas si c'est en 2028 ou un petit peu plus tard, qu'on le retrouve dans une primaire, même si c'est quelqu'un qui n'a pas de carrière politique. Il a plus de pouvoir. Aujourd'hui, Miller a plus de pouvoir que J.D. Vance. Soyons clairs. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, Miller, sans être élu, hein, c'est quelqu'un qui n'a jamais confronté à un scrutin. Sans être élu, c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir que J.D. Vance. Mais il sait que c'est particulier. C'est une situation particulière. Et le jour où il ne sera plus dans cette position particulière, où il faudra peut-être penser à aller vers les urnes, mais ça paraît complètement fou de se dire que Miller
estime que peut-être il a une chance d'être réélu. Et c'est pour ça, mais dans tous les cas, c'est d'être élu tout court. Et c'est pour ça qu'il s'attaque en ce moment à Kristi Noem. Hein, il y a une sorte de scission au niveau de l'administration Trump où Entre les deux. Ouais. on se balance réciproquement Oui. sous les roues du camion, sous les Exactement. roues du bus, pour essayer de faire tomber l'autre. Et N'oublions c'est- n'oublions pas que dans Ouais. le message de Kristi Noem où elle avait dit « Je suivais les ordres », elle a bien précisé « Je suivis les ordres de Trump et de Stephen Miller ». Elle aurait pu juste dire de la Maison-Blanche, d'autre chose. Non, elle voulait bien noter que Stephen Miller était dans le coup. Et dans cette tentative de séduction de l'électorat pour un petit peu adoucir son image, évidemment, chaque intervention sur Fox News, même lorsqu'il passe chez un de ses meilleurs amis, qui est Jesse Waters, qui en a fait en plus le Matador, hein, on se rappelle. Oh oui, on se Il rappelle. nous a expliqué- Jesse, Jesse Waters expliquait. explique à chaque fois lorsque Miller est là que c'est un séducteur, que les femmes le désirent profondément, etc. Et donc, dans cette stratégie de tenter de préparer son image, il y a cette volonté, alors que l'émission ne marche pas, on fait plus d'audience que les podcasts. Ici, on fait plus d'audience que les podcasts sur YouTube de Cathy Miller, donc sa femme. Il y a cette volonté de créer une star. Hein, on le sent, tous les membres de l'administration sont invités dans l'émission. Et dernièrement, dans le cadre de ce qui s'est passé avec la mort de Alex Pretty, ce qui était complètement fou, c'était de voir que la première personne qui venait le défendre sur les réseaux sociaux, c'était pas lui, c'était pas Donald Trump, c'était Cathy Miller. Il a utilisé le compte de sa femme, la voix de sa femme, pour venir se faire défendre. Alors d'un côté, on nous le présente comme un macho. D'ailleurs, regardez, ce tweet a vraiment mis le doigt là-dessus en disant c'est un gars en permanence, il nous explique que c'est, ici il parle de alpha male, donc en disant ben voilà, en fait là il utilise sa femme pour venir à sa défense parce que lui n'ose pas le faire. Et justement, parmi les extraits que Cathy Miller a postés, il y en a certains qui s'attaquent à Kristi Noem. Donc ça, c'est une Voilà la dimension. stratégie. Ouais. C'est pas mal utilisé. Sa femme comme bouclier, on a déjà vu que quand il pleuvait, il utilisait comme parapluie où il Ouais. laissait pas le parapluie à sa femme. Ah, mais bon, en même temps, Steve ne voulait pas se mouiller les cheveux. On comprend. C'est quelque chose d'embêtant. Exactement. Et donc, comme je vous disais, tout ça est basé sur les résultats électoraux et les sondages. Il y a aussi, on va faire juste une petite parenthèse, ce que pudiquement les organismes de presse appellent les outils prédictifs. Les outils prédictifs, en fait, sont les sites de paris. Et on sait que aujourd'hui, encore une fois, hein, dans le cadre de véritables élections qui se déroulent comme il faut, Donald Trump n'arrivera pas à garder la majorité à la Chambre des représentants. On ne sait pas s'il va perdre de 5 élus, de 10, de 20, de 30, de 40, comme de 40 sièges perdus, comme ça avait été le cas en 2018. Mais c'est une certitude. C'est une certitude sur la Chambre des représentants. La question, c'est sur le Sénat. Le Sénat, dans la manière dont le Sénat est renouvelé, hein, on renouvelle qu'un seul tiers, la carte électorale est extrêmement difficile pour les démocrates. Les démocrates doivent défendre certains de leurs sièges et surtout, ils doivent aller en conquérir sur des terres qui, sur le papier, leur sont défavorables. Donc, ça veut dire quoi? Dans des États rouges. Et normalement, mais nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes dans la création d'une vague, peut-être qui va être encore plus importante, je vais vous dire pourquoi après. La perception que les démocrates peuvent emporter le Sénat est en train
de devenir presque une réalité. Regardez sur Kalshi, qui est comme Polymarket, qui est donc un site de Paris, où nous en sommes en termes de... Donc ça, c'était il y a un an. Il y a un an, les parieurs estimaient que les Républicains avaient 82% de chances de gagner le Sénat. On est vraiment au début de Trump. On est au début de Trump. Aujourd'hui, Wow. regardez où nous en sommes. Il y a toujours une majorité de gens qui achètent, qui mettent de l'argent, qui estiment que les Républicains vont gagner, mais les courbes sont en train de se rapprocher. Et pourquoi c'est intéressant que ces courbes sont en train de se rapprocher, c'est que lorsqu'on regarde l'historique des sondages pendant les midterms, pendant les années électorales pour les élections de mi-mandat, on se rend compte que globalement, entre aujourd'hui et le mois de juin, l'administration qui est au pouvoir perd 5 points en moyenne dans les sondages. Entre aujourd'hui, donc il faut estimer qu'aujourd'hui c'est le point de départ et que donc Donald Trump part très très bas et que potentiellement au mois de juin, il va être encore plus bas. Pourquoi le mois de juin ? Parce que globalement, encore une fois, lorsqu'on regarde 50 ans d'élections de mi-mandat, les résultats de novembre et les résultats de juin sont quasiment similaires. Pendant l'été, sauf s'il y a un événement majeur comme l'avait été le 11 septembre, les Américains ne s'intéressent pas à la politique. Et puis ensuite, c'est quasiment trop tard pour faire bouger les positions lorsque on revient à septembre-octobre. Donc c'est pour ça qu'il y a ce focus sur le mois de juin. On va écouter, avant de continuer sur ces chiffres, un républicain, justement, qui est devenu un des républicains les plus critiques de Donald Trump, qui est un sénateur, qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en novembre, parce que Donald Trump avait annoncé qu'il allait lui pourrir la vie pour l'empêcher d'être réélu, pour le remplacer via des primaires. Et donc, Tom Tillis a décidé de ne pas passer ça, a dit « moi, je m'arrête ». Mais il a dit « je vais profiter de mes 10 derniers mois pour utiliser ma fonction de sénateur pour parler librement et voter en conséquence ». C'est lui qui a parlé d'impeachment de Kristi Noem, par exemple, et qui s'attaque tous les jours à Stephen Miller, un petit peu comme l'éditorial du Wall Street Journal. Et vous allez l'écouter sur sa perception de cette élection et vers quoi on part, cette crise à la Maison-Blanche, crise électorale, vers où on va et où il pense que les républicains vont être au mois de juin. Vas-y Thomas. So this 30 I think for the first time in my life, I may actually be a rhino. Well, there's a headline. The Republican Party has drifted so far away from limited government, free markets, and federalism, which are the bedrock of any conservative thinker. I'm beginning to sort this out. I know that we're going through a populist phase. I expect it to settle down, but Republicans are at their best when we are talking about free markets, free trade, federalism. Limited government, and we're drifting from that, and we drift from that. We're no different than the Democrats, and that lack of differentiation causes us to lose elections. Can you put the toothpaste back in the tube, though? Because the President Trump has been such a disruptor to this party. Yeah, you can. Look, I mean, I want the president to be successful. I'm a business person. I work on a transaction basis. I could sit down with him and come up with things that I'd love to support him on. I think that's the mistake that some people have made here. They just get so frustrated that maybe they realize they weren't Republicans. So then they become backbenchers are constantly criticizing. Again, I support the majority of what this administration is trying to do. They have highly competent people in roles, and I'm glad that they're there. But
elections are all around the margins, and we are way out of the margins of, I think, proper execution in things that are going to influence this election if we don't get our collective stuff together in the coming 30, 60, 90 days. If we're still in this sort of narrative and chaos in June, then not only do I think we risk losing the House, but I do believe that the U.S. Senate could be in play. And I'm doing everything I can to prevent that. Alors, ce qui est intéressant dans ce podcast fait par Politico, c'est que vous voyez, il a sa liberté de parole, mais il reste un républicain. Oui. Et il dit, Très clairement. moi, ce que je veux, c'est que Donald Trump, en tant que républicain, ait un succès, que l'on réussisse à s'imposer. Il est très ouvertement anti-démocrate. Il n'est absolument pas dans ce camp en disant, finalement, je suis un centriste. Non, pas du tout. Et il dit, voilà, on a 30 jours, 60, peut-être 90 au maximum pour changer les choses. Mais la réalité, les élections se gagnent dans les marges, c'est toujours le cas, où vous avez les démocrates qui vont voter pour les démocrates, les républicains qui vont voter pour les républicains. La clé, ce sont les indépendants, ce sont les gens qui ne votent pas ou qui votent peu, et ce sont eux qui vont faire la différence. Et il dit qu'aujourd'hui, ce chaos mené par Trump, ce virage que même lui trouve trop à droite Ouais. par rapport à ses opinions, et vous avez vu, c'est un véritable conservateur, il dit, en fait, si au mois de juin, on en est là, non seulement on a perdu la Chambre des représentants, mais je pense que l'on va perdre le Sénat. Et ouais. c'est un sénateur républicain qui dit ça. On a un thème commun là entre Tom Tillis, sénateur républicain, entre le Wall Street Journal et des sondages, on va parler de sondages plus tard aussi, c'est que la plupart des républicains disent qu'ils ont besoin de changer quelque chose, qu'ils ont accepté le fait qu'on est en crise, la stratégie actuelle ne fonctionne pas et la stratégie actuelle va nous faire perdre tout. C'est un thème commun, que ce soit le Wall Street Journal, Tom Tillis ou d'autres qui sont en train de dire alerte, alarme, la Maison-Blanche, on ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment nouveau. Ce n'est pas la même idée qu'on avait, ce n'est pas le même ressentiment qu'on avait il y a quelques mois en 2025. Même après le 4 novembre, il n'y avait pas encore cette espèce d'urgence de « OK, on a perdu les élections, il faut changer de stratégie, il faut changer de parcours ». Là, on est arrivé au moment où les gens disent « Les gars, on a à peu près 2 ou 3 mois de faire des grands changements où on va tout perdre ». Non, c'est une crise politique majeure, une crise historique. Et le dernier sondage Fox News doit terrifier Donald Trump, vraiment terrifier. Ce dernier sondage, alors Fox News, évidemment, Fox News est un organisme de propagande, mais les compagnies avec lesquelles il travaille pour les sondages, ce sont des sondages de qualité. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans ces sondages Fox News sur des chiffres historiques. Et quand je vous parle de chiffres historiques, vous allez voir que le mot n'est pas vain parce que une fois par an, et évidemment ils vont en faire plus sur cette question, le Fox News interroge sur les Américains sur savoir pour qui ils vont voter. Est-ce que vous allez voter ? On ne vous donne pas de nom, d'accord ? C'est pour les élections pour le Congrès. Votre préférence ira vers un candidat démocrate ou un candidat républicain. On va voir la synthèse qu'en a fait G. Elliott Morris sur Strength in Numbers. Et là, vous allez voir, c'est un sommet historique pour les démocrates. Sommet historique. Donc, on va rentrer avec, en plus, regardez la ligne en dessous, c'est une chute historique de la cote de Donald Trump chez les électeurs indépendants. On parlait de marge tout à l'heure. Ces électeurs qui sont à la marge, ces électeurs qui font des élections, y compris les élections de mi-mandat, ont la pire opinion possible sur Donald Trump de toute leur histoire. Je vous ai dit, selon les études, il y a quasiment 8 indépendants sur 10 qui ne soutiennent plus
Donald Trump. Et ça au même moment où il y a plus d'indépendants que jamais dans l'histoire de l'ère politique moderne des États-Unis. C'est le premier parti des États-Unis. C'est le premier parti des États-Unis. Et donc, ce résultat de ce sondage Fox News, encore une fois, Fox News démontre que on est rentré de manière ferme en territoire de vague bleue en novembre prochain, en expliquant que désormais, il y a 52% des Américains, quand on leur dit « OK, il y a les élections qui arrivent, vous avez voté Trump, vous avez voté Kamala Harris, vous n'avez pas voté, vous avez voté pour un autre candidat. Pour qui vous allez voter indépendamment, pour qui vous allez voter ?» 52% disent « on va voter démocrate ». Historiquement, le plus gros chiffre démocrate dans le sondage de Fox News, c'est 50% en octobre 2017. Pourquoi cette date est extrêmement importante, c'était le plus grand score. Il y a eu justement les élections de mi-mandat et cette défaite des républicains qui ont perdu 40 sièges. 41, ouais. Ils ont perdu 41 sièges quand les démocrates étaient à 50%. Aujourd'hui, les démocrates, dans le sondage de Fox News, sont à 52%. Encore Et plus. La tendance, encore une fois, d'ici le mois de juin, historiquement, c'est que vous venez rajouter 5 points de plus en moyenne à l'opposition. Donc on n'est plus en wave territory, on est en wave, on a utilisé le mot, c'est tsunami. Là, c'est tsunami, parce que pour gagner la présidence en 2024, je sais que c'est pas la même élection, mais c'est quand même important, Trump a gagné la présidence avec 48% des voix. Donc là, quand on parle de 52%, vous voyez que vraiment c'est énorme. Non, c'est vraiment des informations qui sont extrêmement préoccupantes et qui, quelque part, encore une fois, sont l'introduction de notre nouvelle série d'enquêtes qu'on va vous proposer le plus rapidement possible sur comment Donald Trump veut voler l'élection. Parce que vous le voyez, il n'y a plus de manière de convaincre dans les urnes. La fenêtre est quasiment terminée. Tillis parle de 90 jours au maximum, 3 mois. 3 mois pour Donald Trump pour faire changer l'opinion, alors qu'en 3 mois, la situation économique ne va pas forcément s'améliorer. Vous voyez ce qui se passe du côté de Minneapolis où c'est loin d'être terminé. Il y a des nouvelles cibles dans l'Ohio qui arrivent. 3 mois pour renverser des chiffres qui sont déjà fermement, on reprend cette phrase, fermement en wave territory. Et quand vous regardez la tendance en se disant, OK, on a 3 mois, peut-être qu'on a commencé à inverser. Je vous rappelle que Donald Trump a commencé il y a une dizaine de jours sa stratégie d'aller faire des meetings, celle qui devait tout changer. D'abord, la stratégie de faire des meetings, c'était celle qui devait tout changer, c'était d'utiliser J.D. Vance. Si vous suivez J.D. Vance, vous avez remarqué qu'en ce moment, il n'est même plus sur Twitter. Lui qui a été le champion du monde du tweeting inspiré par Donald Trump, alors que là, il y a des grosses difficultés pour l'administration, on préserve J.D. Vance. Cela fait combien de temps que J.D. Vance est allé faire les émissions politiques du dimanche, y compris sur Fox News. Et donc, ça, c'était la première stratégie. La deuxième, c'était de se dire, c'est facile, on va transformer. On s'en rappelle cette déclaration, vous l'avez montré l'extrait il y a 1 mois, en vous disant, mais c'est fou qu'ils soient en train de penser ça. C'était Susie Wiles, donc la chef de cabinet de Donald Trump, qui venait expliquer que j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Elle disait, elle était dans un podcast pro-MAGA. On va faire que cette élection, ça va être une élection sur Donald Trump et il va aller faire campagne comme si c'était une élection présidentielle. Ouais. Je vais vous montrer la tendance. Regardez, donc on est toujours en chiffres, de la cote de popularité de Donald Trump. Cette liste-là, ce qui est extrêmement intéressant, englobe tous les sondages qui ont été faits, y compris des organismes de sondage de mauvaise qualité. Et parmi ces organismes de sondage de mauvaise qualité,
des organismes républicains pro-Trump. C'est pour ça que, par exemple, vous allez voir que du côté de RNG, il a une cote négative, mais il n'y a que 3 points d'écart entre la positive et la négative. Il y a moins 4 pour RMG, ouais. Moins 4. Mais Rasmussen, moins 7. Exactement. Et donc ça, ce sont des compagnies pro-Trump. Mais regardez la tendance entre le début du mois de janvier, le meurtre d'Alex Pretty, qui était samedi dernier, et combien Donald Trump est de plus en plus rejeté par les Américains. Et encore une fois, je vous rappelle ce que nous a dit plusieurs fois Jean-Marc Léger lorsqu'il vient dans nos émissions. Il faut 15 jours, 3 semaines pour que l'impact d'un événement aussi important que la mort d'Alex Pretty soit complètement visible dans les sondages. On commence à y arriver. On commence à y arriver. C'était toujours tôt. Là, si vous voulez, c'est les chiffres après Renee Good plutôt qu'après Alex Pretty. Et donc, vous voyez, il y a des chiffres vraiment extraordinaires, mais la tendance en général, que ce soit des sondages qu'on connaît et qu'on cite, ou même des sondages qui sont normalement cités par l'administration Trump pour remettre un peu des choses en ordre, on est dans du négatif pour Trump. Et donc, vous avez cette croyance, au niveau, en tout cas, elle est affichée comme ça, mais dans les coulisses, c'est évidemment autre chose qui est en train de se passer, de dire, voilà, Donald Trump n'a jamais été autant rejeté dans les sondages, historiquement par les indépendants. Les démocrates n'ont jamais été autant désirés par les Américains, historiquement, plus qu'en 2017. Les derniers résultats des élections vont dans le sens de vagues bleues, mais Donald Trump, dans 3 mois, il va tout changer. Puis c'est pas fini. À tout de suite.